Resalut! Je fais cette vidéo pour célébrer quoi? Célébrer les 4 ans de ma chaîne. Ça fait 4 ans que je poste des vidéos, c'est fou! Pour célébrer l'occasion, je vous avais demandé de m'envoyer tous vos questionnements qui me concernaient de quelconque façon. Donc aujourd'hui, on va parler de ma chaîne Booktube, on va parler de la lecture, de l'écriture, de ma vie personnelle, beaucoup de choses, donc on y va tout de suite. Puisque cette vidéo existe pour célébrer l'anniversaire de ma chaîne, on va commencer avec les questions qui sont en lien avec Booktube. J'ai reçu quelques questions qui demandaient en bref ce qui me rendait le plus fière et le moins fière de ma chaîne. Je pense que ce qui me rend le plus fière, c'est que je suis aujourd'hui la booktubeuse qui m'aurait donné envie à moi de faire des vidéos si j'étais tombée sur ma propre chaîne. Puis c'est peut-être une façon un petit peu compliquée de le formuler, donc laissez-moi vous expliquer le contexte. Mais en bref, moi, avant de créer ma chaîne, je consommais du booktube anglophone depuis des années. Ça m'arrivait parfois de faire des recherches pour essayer de trouver des chaînes francophones, mais à chaque fois, on dirait que je tombais sur des comptes qui étaient inactifs depuis longtemps, qui étaient de pas très bonne qualité, puis en fait, je comprends pas pourquoi ça m'a pris autant de temps à trouver des bonnes chaînes parce qu'il y en a plein et elles étaient actives dans ce temps-là, mais l'algorithme les donnait pas. Éventuellement, j'ai fait une énième recherche, cette fois-ci pour trouver comme booktube québécois, et je suis tombée sur la chaîne de Anne Littérarum qui avait à l'époque, je pense, comme 4000 abonnés. Puis déjà, son contenu était de super bonne qualité, puis c'est comme... C'est exactement ce que j'aime regarder en anglais, mais là, c'est une fille québécoise qui le fait. Puis grâce à elle, après ça, j'ai découvert les autres booktubers québécois, les autres booktubers français. Et je dirais que un an après cette découverte-là, j'ai décidé de me lancer moi-même. Mais donc, si je prends cette Mamaki du passé qui faisait ses recherches sans attendre à trouver rien, et que cette Mamaki-là était tombée sur moi, je sais qu'elle aurait eu envie de faire des vidéos à cause de moi. Donc je dirais que c'est la fierté principale de ma chaîne. J'ai réussi à produire du contenu que j'aurais aimé produire, ce qui va un peu de soi parce que c'est moi, là. Mais je me dis que il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient tomber sur ma chaîne comme ça et avoir envie de rejoindre la communauté, de devenir créateur de vidéos juste à cause de moi. Et c'est une pensée qui me fait vraiment très plaisir parce que pour moi, c'est important que Booktube perdure, que la communauté littéraire continue à grandir. Et donc, maintenant, si je dois dire de la chose qui me rend la moins fière par rapport à ma chaîne, je dirais que c'est que j'ai encore une assez grande hésitation à faire des contenus que je sais d'avance qui vont performer beaucoup moins bien. Il y a parfois des idées de vidéos qui me viennent, puis je me dis, ah, ouais, j'ai envie de le faire, mais je sais que c'est une idée qui se résume très très mal dans un seul titre, que donc les gens vont moins avoir tendance à cliquer parce qu'ils vont pas comprendre de quoi ça parle, et donc si les gens cliquent moins, ça va être moins dans l'algorithme, blablabla. Ultimement, on s'entend, c'est pas grave qu'une vidéo performe moins bien. Il y a des concepts que je tiens à faire et que je fais même si je sais qu'ils fonctionnent moins, mais il y a quand même des idées que je vais mettre de côté parce que je sais que je pourrais utiliser mon temps et mon énergie à travailler sur une autre vidéo qui me plaît tout autant, et cette vidéo-là va beaucoup mieux fonctionner. Si j'avais tout le temps et toute l'énergie du monde, je ferais absolument toutes les idées qui me viennent, mais là, présentement, surtout vu que je poste une vidéo 2 semaines, j'essaie de prioriser les choses que j'ai envie de faire et que je sais que les gens ont envie de regarder. Mais j'aime pas cet élément-là de comme ma planification créative qui, en même temps, est un peu influencée par l'algorithme. Je vais en profiter pour répondre à la question suivante qui fait légèrement écho à la précédente. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne? Pendant plusieurs années, j'avais un blog qui s'appelait Sous le ciel où je postais des chroniques littéraires, oui, mais aussi des articles par rapport à l'astronomie, l'écriture, n'importe quoi. Et j'avais souvent des proches qui me disaient « Écoute, tes articles m'intéressent, mais j'ai comme jamais le temps ou l'énergie de m'asseoir puis de les lire aussi souvent que je voudrais. » Donc, puisqu'à ce moment-là, je consommais déjà beaucoup de booktube et que je voyais absolument les avantages de partager les avis de façon vidéo, je me suis dit, ok, on va tenter les chroniques littéraires à voix haute. Et c'était aussi un énorme défi personnel que je me lançais parce que j'ai toujours été très brouillon dans ma façon de parler. Je marmonne, je déparle, les mots vont sortir dans un ordre qui devrait pas sortir. Donc, c'était un projet créatif, mais en même temps, c'était vraiment un défi personnel. Je suis vraiment contente parce que ça a eu l'effet que j'espérais. Oui, ok, j'ai encore des problèmes pour bien m'exprimer, mais tu sais, à l'époque, ça me prenait 2 heures pour filmer une vidéo de 20 minutes, puis là, maintenant, ça me prend 1 heure. Et quand je dois, faire un appel ou me présenter à un comptoir en personne, je me mets, en mode
maquille vidéo, puis je suis capable de mieux parler. Puis je trouve ça vraiment très cool d'avoir une opportunité de comme faire ce que j'aime, parler de ce que j'aime, mais en même temps, ça m'aide littéralement dans la vraie vie aussi, là. La troisième question qu'on m'a posée, puisque ce n'est pas ton métier, quel est le secret pour rester régulière sur YouTube et maintenir ton rythme de publication de vidéos? Comment es-tu restée motivée après 4 ans? Je suis restée régulière parce que dans ma tête, poster une vidéo, ce n'est pas une option. Il n'est jamais question de « Ah, je vais peut-être poster vendredi prochain ». Non, je vais poster vendredi prochain. C'est comme absolument quelque chose qui est catégorique dans mon cerveau et je sais à l'avance que je vais poster pour les 6 prochains mois. À chaque fois que j'ai eu des projets dans ma vie, il me fallait absolument un horaire strict. Je peux pas fonctionner sans horaire strict parce que sinon, Miss procrastinatrice en chef, ben, elle va rien foutre. Même si ça reste totalement une passion, pour moi, c'est une obligation. Je m'oblige à faire ça parce que c'est ce qui me fait du bien, c'est ce que j'aime faire. Mais c'est obligé. Ma chaîne est vraiment traitée comme la priorité numéro 1 de mes temps libres. Il y a des choses importantes que je vais mettre de côté juste pour m'assurer que ma vidéo va sortir au moment où j'ai dit qu'elle allait sortir. Et je reste motivée à travers tout ça parce que j'aime ce que je fais. Donc c'est pas une corvée. C'est juste que c'est quelque chose d'important dans ma vie, donc je m'arrange pour que ça reçoive le respect de quelque chose qui est très important dans ma vie. Puis ce qui est très motivant pour moi aussi, c'est que même si ça fait 4 ans, dans ma tête, je viens tout juste de commencer. J'apprends continuellement des choses, je vois continuellement les temps de mes tournages comme s'améliorer. Donc, tu sais, je me sens encore comme un enfant qui est en train de développer les dents d'adulte là, dans sa bouche. Puis pour moi, c'est vraiment satisfaisant de voir comme mon sourire beaucoup tout bien se remplir peu à peu. Je sais pas si cette métaphore a du sens, mais donc c'est ça. Je reste régulière parce que c'est obligé et je reste motivée parce que j'aime ce que je fais. Puis même s'il y a une certaine part de contenu répétitif, je sens encore que tout ce que je fais est nouveau parce que ma capacité pour le faire se renouvelle constamment. La prochaine question, c'est combien de temps ça te prend pour tourner et monter tes vidéos? Et là, c'est clair que ça dépend des concepts, mais en général, je dirais pour les vidéos plus rapides, genre des points lecture, ça prend 10 heures. Et les trucs les plus compliqués comme la vidéo wishlist en février, ça c'est dans le territoire des 20 heures, là. Vraiment, on est sur du bon travail à temps partiel. Mais tu sais, il y a définitivement moyen de faire des vidéos plus rapidement que la façon que je fais. Moi là, c'est long, puis c'est juste long parce que je suis bornée. J'ai toujours dit que si quelqu'un me regardait faire le montage de mes vidéos, spécifiquement le montage audio de mes vidéos, je serais internée à l'asile dans 3 jours. Donc, tu sais, si jamais vous souhaitez vous lancer, oui, faire des vidéos c'est long, et c'est long, mais il y a moyen de les faire plus rapidement que moi, ok? Faut pas me prendre comme exemple, je trouve. Carrie Books me demande, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait peut-être un jour ouvrir une chaîne Booktube, ou de façon similaire, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? J'aime cette question, ok? J'ai plusieurs conseils. Mon conseil numéro 1, c'est préparez-vous à être nul au début, et un début qui peut potentiellement être long. Moi, je savais, en postant mes premières vidéos, qu'elles allaient être gênantes. J'avais raison. Mes premières vidéos, allez les voir si vous voulez voir, ok? C'était gênant, ok? Le manque de naturel était tellement incroyable qu'on dirait que quelqu'un avait coupé toutes les forêts de la terre entière puis il restait plus une once de nature n'importe où. Faut pas questionner les métaphores que je fais quand je suis malade, ok? Mais c'était vraiment quelque chose de conscient pour moi quand j'ai commencé ma chaîne. Je savais que ça allait être nul, mais je savais que pour être un jour capable de faire des bonnes vidéos, il fallait que je commence par cette nullitude. Donc si vous cherchez un bon exercice pour être en paix avec l'embarras, sérieusement, lancez-vous sur YouTube. Moi, c'est sûr que je m'attendais pas à ce que ça prenne genre 2 ans, ok, pour arriver aux bonnes vidéos. Je pensais que j'allais être un petit peu plus rapide là, pour savoir comment parler naturellement devant une caméra. Mais donc c'est ça. Conseil numéro 1, attendez-vous pas à des résultats incroyables avec vos premières vidéos. Faites juste les lancer dans l'univers parce qu'il faut commencer par la boîte, il faut commencer par là. Soyez pas triste si vous avez pas beaucoup de vues et d'abonnés au début parce que c'est pas le cas pour tout le monde, ok? Il y a des gens qui commencent des chaînes puis qui sont vraiment très bons. Mais moi, personnellement, là, j'aurais tellement pas voulu avoir plus d'abonnés et de vues au début quand je parlais comme ça parce que les gens, ils auraient juste fait comme « Ah, ben, son contenu m'intéresse pas, elle sait pas parler. » Donc, si vous commencez puis que vos trucs ont pas beaucoup d'attention, voyez-le comme un contexte pour vraiment vous exercer librement sans avoir trop de regard sur vous. Mon conseil numéro 2, c'est que vous avez vraiment juste besoin d'un
téléphone pour commencer. Moi, j'ai filmé sur mon téléphone pendant 2-3 ans. En fait, même l'été dernier, je filmais encore mes vidéos traditionnelles devant mes bibliothèques sur mon iPhone. Il y a juste les vlogs. Les vlogs, je trouve pas ça très possible sur un iPhone juste à cause de l'audio qui change dans toutes les pièces, mais si vous vous foutez de l'audio, ben vous pouvez le filmer sur votre téléphone. Mais donc, tu sais, moi, j'avais mon iPhone, j'avais même pas de micro parce que de la manière que j'avais placé mon truc, j'avais un gros lit qui absorbait l'écho puis les bibliothèques derrière moi. Donc, faites des tests, mais sérieusement, pas besoin d'une caméra à 1000$, là. J'ai mentionné au début de cette vidéo Anita Rome. Anne, là, elle a 20 000 abonnés. Elle filme encore sur son iPhone, de ce que je sais. Mais donc, si j'avais un troisième conseil à vous donner, mais c'est vraiment, c'est personnel, c'est que s'il y a une chose que vous devriez prioriser au niveau de la qualité, ben c'est l'audio. Parce que, tu sais, t'as beau avoir le plus beau visuel au monde, si ton son est insupportable, on va fermer la vidéo. Alors que si ta caméra, il y a des pixels, la luminosité pas belle, ben le nombre de personnes qui regardent des vidéos YouTube en faisant autre chose puis en faisant juste les écouter, je pense que c'est la majorité des gens, honnêtement. Donc, faites des tests, comparez le volume avec celui des autres vidéos, renseignez-vous sur comment, parce que ça, je comprends pas, là, il y a des gens, ils voient les niveaux audio, genre quand ils ont parlé très fort, aller dans le rouge et ils le laissent dans la vidéo, puis ça nous explose les oreilles, puis c'est tellement simple, du moins dans tous les logiciels de montage que j'ai utilisés, c'est très simple de juste descendre le volume de cette section-là. En tout cas, ça, c'est vraiment personnel, là, c'est... Ah, puis, dernier conseil, le naturel est infiniment plus vendeur que juste la perfection. La perfection est impossible déjà, mais moi, ça m'a pris beaucoup trop de temps à réaliser que de parler avec des erreurs, avec des hésitations, c'est beaucoup plus agréable que d'entendre quelqu'un qui a répété 20 fois la même phrase juste pour être capable de la dire sans coupure. Tu sais, il y a personne qui veut s'asseoir puis regarder une vidéo de quelqu'un qui a l'air d'être en train de faire un exposé oral qui est méga stressé et crispé. Ayez pas peur de faire des erreurs, ayez pas peur d'avoir l'air fou. On est là pour parler de livres, mais je pense que ce qui est le plus vendeur, c'est de voir un humain devant nous qui nous parle de livres et à qui on peut s'associer d'une quelconque façon. Prochaine question, que préfères-tu dans le fait d'être créatrice sur YouTube? Ma réponse va peut-être être bizarre. Je suis le type de personne qui a besoin de contrôler à 100% son environnement dans la vie. Malheureusement, on vit dans un monde où c'est impossible de contrôler à 100% quoi que ce soit. Sauf que ma chaîne me donne l'impression que je contrôle à 100% ce que je fais. Puis je sais qu'à un certain niveau, c'est pas vrai parce que je contrôle pas la réaction des gens face à mon contenu, je contrôle pas le succès de mon contenu, mais ça reste que je contrôle quand même pas mal à 99% ce que je crée puis ce que je poste. Et c'est une illusion qui est vraiment réconfortante pour moi. J'avais pas du tout songé à cet aspect quand j'ai créé ma chaîne, mais aujourd'hui, je réalise que je le vois vraiment comme une petite section de moi qui est 100% organisé comme je le veux. Tout le reste de ma vie, c'est la pagaille. Je suis pas capable de mettre de l'ordre dans quoi que ce soit. Mais la petite Mamaki qui fait du booktube, ça, elle est organisée et elle est entièrement sous mon contrôle. C'est vraiment une facette thérapeutique de ma chaîne dans ma vie. Et pour finir avec les questions de booktube, j'en ai combiné 2. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne et as-tu de nouveaux projets d'évolution pour ta chaîne en 2025? Je dirais que à court terme, ma vision, c'est surtout de continuer comme je le fais. C'est sûr que là, présentement, je n'ai pas de travail stable. Donc, à tout moment, je pourrais décrocher un poste ou quoi que ce soit et ça pourrait vraiment, genre, remettre en question le temps que je suis capable d'investir dans ma chaîne. J'espère que non. Mais donc, c'est ça. Sinon, je vais juste continuer comme je le fais. Je vais faire plus de blog lecture, mes défis concepts et plus spécifiquement pour 2025, j'ai pas de projet précis en tête. Peut-être je planifie d'envoyer mon roman en maison d'édition d'ici la fin mai, mais en soi, même si je vais poster 1 ou 2 vidéos à ce propos, c'est pas comme un projet booktube. Mais c'est ça, autrement, les vidéos vont pas s'éloigner de ce que vous avez pu déjà voir sur la chaîne. Et pour ce qui est de ma vision à long terme, je sais qu'un jour, je vais devoir ralentir le contenu, mais à mon avis, c'est dans très longtemps. Je me vois faire un autre 4 ans facilement, mais à cette époque-là où peut-être je vais ralentir, j'aimerais ça que ma chaîne devienne un peu comme celle de A Clockwork Reader où elle a pas du tout d'horaire, mais à chaque fois qu'il y a une de ces vidéos qui apparaît dans ton accueil, t'es comme « Hey! Elle a posté, c'est trop cool! » C'est quelque chose que j'envisage, mais vraiment juste pour dans très longtemps. Là. Comme mentionné, et même si ça fait 4 ans que je suis là, je viens tout juste de commencer, je suis hyper motivée encore, j'ai toute mon énergie. C'est pas vrai.
Ben, j'ai pas toute mon énergie, mais l'énergie qui me manque n'a pas été siphonnée par BookTube, elle a été siphonnée par la vie. Mais donc voilà, j'ai pas de réponse très intéressante pour ça, là. Je continue comme je le fais. Nous allons maintenant passer à la section lecture de la vidéo. En fait, la première question, c'est un peu un mix, je pense, de BookTube, lecture, je sais pas. On m'a demandé, est-ce que tu as l'intention ou l'envie de participer à plus d'événements littéraires? Puis c'est difficile à dire parce qu'il y a pratiquement rien au Québec. Il y a beaucoup de trucs de genre BD, mais moi je suis pas une très grande lectrice de BD. Il y a des trucs cool, mais pour que je sorte, il faudrait que ce soit assez proche de moi. Le Salon du Livre de Montréal, c'est pas mal ma sortie littéraire annuelle que je fais et que je vais continuer à faire. Mais tu sais, autrement, c'est assez difficile pour moi de sortir. J'ai du mal à gérer les inconnus, je deviens très facilement en surcharge comme sensorielle. J'ai peur des virus potentiels, j'ai du mal à trouver des choses que je peux manger et digérer à l'extérieur de ma maison. Donc je pense pas devenir très bientôt là, la personne qui se pointe à tous les événements littéraires comme « Hey! » Et c'est en partie pour ça que pour moi devenir influenceuse littéraire c'est pas une option parce que chaque sortie ou rencontre c'est vraiment un défi pour moi. Et je vais éternellement choisir l'option qui me permet de rester à la maison. Ah ben, ça fonctionne un petit peu avec la question suivante. On m'a demandé comment trouves-tu le temps de lire autant? La première raison, c'est que je fais absolument rien d'autre de ma vie. Genre, dans mes temps libres, je fais deux choses, ok? Je lis et je fais le montage de moi qui parle de ce que j'ai lu. Je vois des amis, genre 1 à 2 fois par année. Je fais pas beaucoup d'activités. C'est un mode de vie qui me convient très bien. Mais je pense qu'aussi, on peut énormément augmenter notre rythme de lecture juste en remplaçant les films ou les séries télé ou même les réseaux sociaux par la lecture. Je sais que c'est vraiment évident quand on le dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui réalisent pas que, tu sais, ils reviennent à la maison et ils se tapent 2 épisodes de série de 1 heure, ben t'aurais pu lire pendant ce temps-là. Moi j'ai lu, donc c'est pas que j'ai plus de temps de lecture que toi, c'est juste que je l'ai investi différemment. Mais en même temps, j'ai plus de temps que les autres parce que je fous rien de ma vie. Plus de batterie, un instant. La deuxième raison aussi qui me permet de lire beaucoup, c'est que je lis naturellement très vite. Tu sais, en 2024, j'ai lu 100 livres pour une moyenne de 96 pages par jour. Mais si vous avez regardé mon vlog 24 heures où je chronométrais mon rythme de lecture, ben selon le type de livre, il y en avait où je lisais 100 à 150 pages par heure. Donc, les 100 livres que j'ai lus en 2024, ça représente même pas 1 heure de lecture par jour. Donc oui, je considère que je lis beaucoup en général, je veux dire, si on compare avec la place que la lecture prend dans la vie des gens en général, mais ça reste que c'est quand même moins d'1 heure par jour, ce qui est très raisonnable pour la majorité des gens sur Terre. Mais après ça, c'est sûr que si ton rythme à toi, c'est de 50 pages par heure, ben ça va te prendre 2 heures pour lire le truc que j'aurais lu en 1 heure. Mais encore là, je trouve que ça reste une quantité de temps qui est raisonnable quand on considère combien de temps on passe sur les réseaux ou regarder d'autres formes de médias de divertissement. Donc c'est ça, je pense que c'est vraiment une question d'évaluer son propre rythme et de voir dans sa vie, son quotidien, c'est quoi les endroits où on pourrait remplacer quelque chose par de la lecture, puis en faisant ça, on débloque beaucoup de temps de lecture. On enchaîne avec une autre question qui est reliée à ce que je viens de dire. Coucou, dans les vidéos où tu chronomètres ton temps de lecture, je trouve que tu lis super vite par rapport à moi. Genre un livre de 500 pages peut facilement me prendre 9 heures. Je me suis toujours demandé comment tu fais pour lire aussi vite. C'est difficile à répondre parce que j'ai toujours été très rapide pour lire. Je me souviens quand j'étais enfant, je venais d'apprendre à lire, ça faisait pas longtemps, puis tu sais, j'étais assise à côté de quelqu'un, on lisait tous les deux le même article en même temps, puis je devais attendre genre 2 fois plus de temps que la personne se rende au point où j'étais rendue pour qu'on continue. Donc je pense qu'il y a vraiment une sorte de penchant naturel qui est en jeu, mais c'est aussi une question d'habitude parce que chaque fois que je commence un roman, je lis pas à la vitesse de l'éclair. Ça me prend une 20aine de pages avant de commencer à intégrer le style d'écriture, le rythme, le nom des personnages, le contexte, là. J'ai besoin d'une petite période où j'absorbe tout, et là, une fois que je me sens dans le livre, ben là, mes yeux peuvent se mettre « OK ». Il n'y a plus aucune accroche, on y va. Et tout est très fluide. C'est un peu, pour moi, ça me donne la sensation de, tu sais, t'es sur l'autoroute et à un moment, tu sais que la route va être toute droite, donc tu te mets en cruise control, puis la voiture avance, les paysages défilent très vite, mais t'es quand même capable de les voir. Je sais pas si c'est clair, puis je sais pas comment mieux l'expliquer parce que c'est pas quelque chose que je fais volontairement, consciemment. C'est pas de la lecture rapide. Je considère pas que je fais de la lecture rapide dans la vie parce que je ne saute pas de passage. C'est vraiment juste que mes yeux se mettent comme en mode automatique et ils sont capables de tout absorber
d'un seul coup, en regardant, genre sans que ce soit un effort conscient. Ça ressemble un peu à la technique, j'avais vu, les gens ils disaient si tu gardes tes yeux au milieu de la page, ben tes yeux sont capables de voir le début et la fin de la phrase, genre dans ta périphérie, et ton cerveau absorbe, même si il est juste uniquement en train de regarder le milieu. C'est la chose la plus proche de ce que je ressens. On m'a ensuite posé la question, que penses-tu des personnes qui lisent 300 à 400 livres par an en écoutant des livres audio à une vitesse x2, voire plus? Moi, je ne comprends pas comment on peut profiter de la lecture de cette façon. Oh, et aussi, il y a de plus en plus de personnes qui disent ne pas lire certains passages trop descriptifs. Ça me fait mal d'entendre ça. Ah ah. On est vraiment dans le sujet de ce que je viens de dire. Puis, je pense qu'avec mes 2 dernières réponses, il y a quand même des éléments qui peuvent déjà donner ce que je vais répondre à cette question. Parce que, tu sais, bon, déjà, si on prend la quantité de 300 à 400 livres par année, à mon rythme de lecture personnel, ça me prendrait 3 à 4 heures de lecture par jour pour arriver à 300 à 400 livres par année. Présentement, c'est pas du temps que j'investis, j'aurais un peu de mal à trouver 3-4 heures, mais c'est quand même pas si fou que ça. Il y a des personnes qui ont définitivement 3 à 4 heures par jour à investir à la lecture. En plus, avec les livres audio, parce que effectivement, je sais à quoi la personne fait référence dans sa question, parce que j'ai vu comme des créateurs sur TikTok qui font juste constamment vivre leur journée avec un livre audio à vitesse x1000 dans les oreilles. Mais d'un autre côté, je pense qu'on surestime la puissance de la vitesse des livres audio. Parce que moi, personnellement, j'écoute la plupart de mes livres audio à x2. Je vais commencer le livre à comme 1.75 pour, encore une fois, m'habituer au nom, le personnage et contexte, blablabla. Mais vraiment à x2, si je compare entre le narrateur et mes yeux, le narrateur lit le livre vraiment plus lentement que mes yeux, encore une fois. Parce que le narrateur prend des pauses entre les phrases et les paragraphes, alors que mes yeux, non, moi je fais juste continuer à lire, lui là. Donc, je sais pas à quel point on peut dire que les personnes profitent pas de leur livre audio à haute vitesse. Peut-être le niveau x3, moi j'ai jamais essayé ça de ma vie, c'est peut-être là. Puis je suis certaine qu'il y a des personnes en effet qui font juste comme consommer sans que ça ait une réelle substance qui est absorbée par leur cerveau en même temps. Mais en même temps, on a tous des cerveaux différents, puis je sais que on a tous des façons d'intégrer l'information différemment. Tu sais, moi tu me mets un livre audio à 1.25, je vais rien comprendre, je vais perdre mon attention comme ça. C'est lent, parle plus vite, j'ai déjà, ok, t'as commencé à prononcer le mot puis j'ai déjà compris c'était quel mot que t'allais dire, est-ce qu'on peut accélérer? Donc c'est ça, je sais pas, je veux pas poser de jugement sur les gens puis je pense que pour la majorité des gens qui lisent 300-400 livres par année, c'est parce qu'ils en retirent quelque chose. J'ai du mal à croire qu'il y a des gens qui vraiment, ben je sais qu'il y en a, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui utiliseraient autant d'heures de leur vie à juste consommer des romans sans que ça leur apporte quoi que ce soit. Donc c'est un peu mon avis sur la question. Pour ce qui est des gens qui sautent les passages trop descriptifs, moi comme mentionné je le fais pas, puis personnellement j'aimerais pas qu'on le fasse à mon propre livre parce que je considère que tout ce que j'ai mis dedans est là pour une raison. Mais en même temps, je sais que moi, des fois, je regarde des séries télé puis j'ai vraiment le réflexe de comme sauter des passages. Donc je me dis peut-être que ça vient de là aussi. T'sais, c'est pas une pratique que j'encouragerais, mais j'ai quand même du mal à poser un jugement sur les gens qui font ça sans savoir genre comment leur cerveau fonctionne. Mais comme mentionné, si vous faites ça à mon livre, je vais mourir. Y a-t-il une tendance dans le monde de l'édition que tu n'aimes pas trop et que tu aimerais voir disparaître? Et à l'inverse, y a-t-il une tendance que tu apprécies beaucoup ou que tu aimerais voir plus? Ok, la tendance que j'aime pas, c'est la chose la plus facile, la question la plus facile à laquelle j'ai jamais eu à répondre de ma vie. Les couvertures générées par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu me niaises? J'en vois de plus en plus et c'est tellement laid. Ok, déjà, disons-le, c'est laid, ça se voit en 2 secondes. J'ai vraiment une aversion profonde face à toutes les images générées par intelligence artificielle. Je les trouve moches et pas éthiques. Et ça ouvre la porte au questionnement de ok, si la maison d'édition a sauvé de l'argent en faisant ça pour leur page couverture, est-ce qu'ils ont fait la même chose avec le roman à l'intérieur? Donc pour moi, ça représente un refus direct de lire un livre. Je peux pas croire qu'un milieu artistique se permette de faire ça, surtout avec un résultat aussi moche. Ah oui, je vais vous montrer des exemples, attendez. Ok, on s'entend ici là, que l'anneau est en train de transpercer la narine des 2 bords. Dis-moi pas que c'est un artiste qui a dessiné cet anneau-là dans son nez. Et ici, ok, les barrières, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est tout croche, ça existe pas. Vraiment, si je pouvais éradiquer une chose dans le monde de l'édition, ce serait ça. Pour l'inverse, sinon, si on y va du côté positif, je remarque une augmentation de livres audio francophones qui sont produits dès la sortie d'un livre. Et pour en avoir écouté plusieurs, je trouve que la qualité est
super bonne. Puis je trouve que c'est une bonne nouvelle au niveau de l'accessibilité pour les personnes qui n'ont pas nécessairement la capacité physique de lire. Et je suis contente de voir que les livres audio sont de plus en plus comme répandus et acceptés parce que à la base, c'était comme ça que les histoires étaient partagées. Dernière question au sujet de la lecture. Pour toi, quels sont les critères d'un livre réussi au niveau du scénario, la plume, des persos, blablabla? Pour moi, le mot-clé là-dedans, c'est équilibre. Tout est une question d'équilibre. Si ta plume est pas nécessairement recherchée ou belle, il faut à côté des personnages forts ou un récit addictif. Si ton récit est lent et introspectif, ben là, il faut une plume vraiment magnifique qui nous donne envie de continuer à absorber l'histoire même s'il y a pas grand-chose qui se passe. Si tes personnages sont plats, il faut que tes idées à côté soient explosives. Je peux pardonner la plupart des défauts qui existent dans un livre à condition qu'il y ait à côté quelque chose qui rayonne. Là, on s'entend que quand je parle d'accepter tous les défauts, je parle pas des types de défauts où genre l'auteur est carrément raciste et homophobe. Mais c'est ça, tu peux avoir n'importe quel défaut éthique qui existe sur Terre, mais il faut qu'il y ait à côté quelque chose qui rééquilibre le tout. C'est pas tous les livres qui ont besoin d'une belle plume, c'est pas tous les livres qui ont besoin d'un récit addictif, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait quelque chose à quelque part qui vienne éclipser tout le reste. Passons donc aux questions que vous m'avez envoyées concernant l'écriture. La première, c'est des nouvelles pour l'édition de ton livre. J'ai commencé la 5e et dernière écriture de mon roman. J'avais promis que j'allais m'arrêter à 5 et c'est ce que je veux faire. Mon objectif, c'est de la terminer et d'envoyer le manuscrit en maison d'édition d'ici le 24 mai. Après ça, ça va prendre des mois et des mois pour apprendre si refuser ou accepter, mais voilà. Je suis plus stressée par l'éventualité d'un oui que d'un non, donc je vais l'envoyer et après ça, je vais carrément l'oublier en passant au prochain projet. Si tu ne trouves pas d'éditeur, comptes-tu tester l'auto-édition? C'est pas dans mes plans actuels. Même si j'ai travaillé sur plusieurs romans dans ma vie, celui-là c'est le premier dont je termine même le premier jet, et donc le premier que je réécris, retravaille. Donc à mes yeux c'est clair qu'il doit me rester encore beaucoup d'améliorations à faire en tant qu'écrivaine. J'aurais pas suffisamment confiance en mon texte pour le vendre moi-même dans l'éventualité où il serait refusé partout. J'écarte pas cette possibilité dans un futur lointain parce que peut-être qu'après des années de travailler sur d'autres projets, blablabla, peut-être que je vais continuer à aimer mon livre puis je sais qu'il y a un gros potentiel d'être refusé partout uniquement à cause de son genre littéraire niché. Donc, tu sais, si dans longtemps je vois que je l'aime toujours autant puis que j'ai plus d'expérience, blablabla, là peut-être que je l'auto-éditerai. Mais d'ici là, je me sentirais pas bien d'assumer qu'il est assez bon pour être publié. Faudrait vraiment que genre un éditeur me refuse puis me dise « Hey, t'es uniquement refusé parce que ton livre, genre le genre littéraire, existe pas, mais c'est génial, faut que tu le publies, blablabla. » Là, peut-être que genre je l'écouterais, mais autrement, j'aurais pas la confiance aveugle en mes propres capacités. Je viens tout juste de commencer là, mon chemin d'autrice et je préfère infiniment ne jamais rien publier de ma vie que de publier des livres que, au final, je regrette d'avoir publié. La troisième question qu'on m'a posée, c'est si tu avais le choix, quelle maison d'édition choisirais-tu pour publier ton livre? J'ai pas nécessairement encore fait beaucoup de recherches pour les maisons d'édition parce que j'essayais de pas du tout y penser pendant mon écriture, mais celle à qui je vais assurément l'envoyer, c'est Alto. Je trouve qu'ils sont dans les tops des maisons d'édition québécoises qui font le plus beau travail. Que ce soit les livres qu'ils produisent eux-mêmes et les livres qu'ils traduisent, il y a comme tellement une belle compatibilité littéraire entre eux et moi en tant que lectrice, genre dans mon top de 2024, je pense qu'il y avait 2 de leurs livres. Et la raison pour laquelle je tiens à leur envoyer, c'est parce que ils se spécialisent dans les romans inclassables et c'est exactement ce que mon livre est, mais je sais tellement pas si ça va convenir avec eux. Et donc très bientôt, je vais commencer mes recherches pour voir quelles autres maisons d'édition publient ce type de texte. Dans le meilleur des mondes, vraiment genre le meilleur des scénarios, je trouverais une maison d'édition québécoise qui organiserait à la fois une sortie au Québec et une disponibilité en France. Mais à mon avis, il y a même pas 1% de chance que ça se produise, là, ok? Prochaine question, tu peux nous parler des romans que tu écris? Quelle est l'histoire? Comment tu l'as construit? Etc. Alors, je vais vous en parler beaucoup plus dans le vlog réécriture que je suis en train de filmer et qui va sortir à la fin mai. Mais voici un petit résumé de mon projet actuel. Mon roman actuel s'intitule « Ce que le soleil demande à la nuit ». C'est un titre qui risque fortement de changer parce qu'il y a déjà eu de la confusion avec des livres déjà publiés puis des gens m'écrivaient en mode « Hey, ton livre est sorti! » C'est un roman de littérature générale avec une bonne dose de réalisme magique et
une histoire d'amour qui ne respecte pas les codes de la romance. Ça commence en 1982 avec notre protagoniste qui délaisse absolument tout ce qu'elle a jamais connu pour partir à la recherche de la personne qu'elle n'a jamais pu être. Elle s'arrête temporairement dans un petit village maritime et se découvre incapable d'en sortir. D'abord parce que la réalité ne semble pas tout à fait y respecter les mêmes règles, et ensuite parce qu'elle y fait la rencontre d'un jeune homme insolite qu'elle ne se sent pas prête à quitter. C'est une histoire qui oppose la quête de ces deux personnages et qui parle de leurs chemins qui se croisent et se séparent dans une valse que même le temps n'arrive à contrôler. Pour la construction du roman, j'y suis vraiment allée avec mon feeling en tant que lectrice. Ça a donné un roman qui est séparé en 4 sections et elles ont toutes un goût très spécifique. J'ai pris certains risques avec ce que j'ai fait, mais c'était nécessaire pour l'histoire, et donc voilà. Quand tu as écrit ton roman, tu avais les idées petit à petit ou tu avais déjà une partie de la trame? Alors quand j'ai commencé le premier jet du roman, je connaissais uniquement sa scène initiale. Je me suis vraiment lancée dans le vide absolu et pendant longtemps, j'avais l'impression d'écrire n'importe quoi. Donc ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai écrit les 8 premiers chapitres du roman complètement à l'aveugle. Après ça, j'ai pris une très longue pause à cause d'événements personnels dans ma vie qui m'ont forcé à arrêter d'écrire. Et donc j'ai tout relu par la suite des mois plus tard et j'ai découvert que je pouvais utiliser genre 90% de ce que j'avais écrit. Là, on s'entend que je veux dire 90% des idées, ok? Pas de la forme, parce que j'ai réécrit mon livre 5 fois, j'ai pas rien fait 5 fois. J'étais choquée parce que j'étais genre, ah! Pendant tout le long, j'étais comme c'est merdique, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Puis là, j'arrive, je suis comme, j'ai sorti ça de mon cul, mais ça sent bon! Donc, j'ai réécrit complètement cette première section pour repartir d'un meilleur pied dans l'histoire et j'ai décidé de planifier le reste pour que ce soit un peu moins douloureux à traverser. La planification s'est pas passée comme prévu. Je suis vraiment quelqu'un qui écrit au feeling plus que à la réflexion. Donc, au final, j'ai réussi à planifier comme toute la fin du roman, la 3e, la 4e partie. La deuxième partie m'a fait souffrir. Mais ça a fonctionné. Je trouve que ça a fonctionné. La prochaine fois que je vais écrire un roman, je vais essayer de le planifier du début jusqu'à la fin parce que vraiment le premier jet c'est la chose que je déteste le plus au monde quand je ne sais pas où je m'en vais. Ça a vraiment donné naissance à des belles choses qui seraient jamais apparues dans mon esprit autrement dans mon premier jet. Si j'avais fait une planification, genre j'aurais jamais pensé à ça. Mais c'est ça, dans le futur je vais essayer de planifier parce que c'est trop douloureux sinon. Le truc c'est que je suis vraiment comme une type d'autrice instinctive où ma façon d'écrire une histoire, c'est de jouer un jeu avec moi-même en tant que lectrice. C'est comme, ok, avec le prochain chapitre, là, je vais tellement te surprendre, tu sais pas où ça s'en va. Puis à chaque fois que je commençais un chapitre, puis à chaque fois que je terminais un chapitre, je le faisais avec une direction, j'étais comme, je vais surprendre la Mamaki lectrice. Et malheureusement, ben c'est quelque chose que je suis uniquement capable de faire en ayant déjà les pieds dans le texte, même si je sais pas où c'est que je m'en vais. La prochaine question, c'est quel a été le plus gros challenge pour toi dans ton processus d'écriture, Cilia? Le Cilia me fait très rire. En excluant le premier jet, qui était définitivement le plus gros défi, je pense que le challenge, ça a été pour moi l'écriture de ma protagoniste, Maria. C'est un personnage qui commence le roman en n'ayant aucune idée de qui elle est, de ce qu'elle veut, de où est-ce qu'elle s'en va. Et j'ai dû régler toutes ces questions pour elle. Puis c'était pas facile pour moi parce que je suis vraiment genre née en ayant toutes mes certitudes. Il y a jamais un moment de ma vie où je me suis questionnée sur qu'est-ce que je voulais, qui j'étais, puis genre qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Donc là, il fallait que je me mette dans le cerveau de quelqu'un qui avait aucune certitude, mais sans la rendre comme un personnage pâle puis plate. Et il fallait aussi que je détermine au final ce serait quoi la vocation de sa vie, qui est une question qui prend une vie à répondre. Puis je trouve ça drôle parce que je pense qu'on peut assumer en lisant un roman que tu sais l'auteur s'est inspiré de soi-même pour son personnage principal, blablabla. Mais moi, de tous les personnages dans le livre, je dirais que ma protagoniste, c'est celle qui a le moins de trucs en commun avec moi. Oui, il y a une part de moi, c'est sûr, parce que c'est quand même mon cerveau qui l'a écrit, et vu que la narration est vue de son point de vue, c'est à la 3e personne, mais c'est quand même son point de vue à elle qui est suivi dans la narration. C'est sûr qu'il y a une influence de moi qui va sur elle, mais voilà, c'est vraiment le personnage qui était le plus en dehors de moi-même que j'ai dû écrire. La dernière question en lien avec l'écriture, c'est si ton livre est publié, est-ce que ça va changer ton rapport avec ta chaîne? Honnêtement, c'est une des questions qui me terrifie le plus au monde par rapport à l'envoi de mon livre en ME. Je m'étais même dit à un certain stade que ok, je termine mon roman, mais je l'envoie à personne tant que j'ai encore une chaîne BookTube. Genre je vais attendre des années, puis quand je posterai plus de vidéos, ben là je vais essayer de publier, mais autrement non. Parce que le truc qui me stresse, c'est que je sais que c'est assez délicat d'être un auteur qui critique d'autres auteurs. C'est
un peu mal vu. Dans le milieu, j'ai vu beaucoup d'auteurs critiquer d'autres auteurs qui faisaient ça en mode genre c'est mal poli, c'est comme si tu critiques genre tes collègues. Je sais qu'il y a des auteurs qui le font sans problème, puis je trouve ça absolument génial. Mais souvent, ce sont des personnes qui sont assez bon public, ben peut-être c'est juste publiquement, mais les critiques qui postent, c'est rarement en dessous de 3 étoiles. Donc je pense pas du tout que j'arrêterais BookTube si j'étais publié. Je pense pas non plus que je parlerais uniquement de critiques positives parce qu'il y a pas grand chose sur cette chaîne. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse attention spécifiquement aux critiques qui concernent les auteurs québécois, peut-être aussi français, mais surtout québécois. Parce que même si j'adresse uniquement cette chaîne aux lecteurs, ben, il y a rien qui empêche les auteurs de venir voir qu'est-ce que j'ai sur leurs livres. Et j'ai entendu des histoires d'horreur d'auteurs très très rancuniers qui s'arrangeaient pour comme un peu ruiner la réputation ou la carrière de quelqu'un dans les coulisses, juste parce que cette personne-là avait pas aimé leur livre. Dans le meilleur des mondes, il y aurait une séparation parfaite entre Sous le ciel, chroniqueuse, et Mamaki, autrice, mais je sais que c'est pas nécessairement possible. Ce sont deux facettes qui sont totalement égales à mes yeux. Il y en a pas une que je souhaite prioriser par-dessus l'autre pour le moment. Donc là, pour l'instant, je continue comme d'habitude. Si mon roman est refusé partout, je vais me dire parfait. J'ai pas à m'inquiéter pour ça, on continue. Et s'il est accepté, ben je vais essayer de trouver le milieu le plus juste pour moi en tant que chroniqueuse. La bonne nouvelle, c'est que dans tous les cas, j'ai pas à m'inquiéter des auteurs anglophones parce qu'ils sauront pas ce que j'ai dit sur leur livre. Passons maintenant aux questions sur ma vie personnelle. Je tenais absolument à inclure la question suivante. As-tu un trouble du spectre de l'autisme ou un diagnostic de neurodivergence? Tu parles souvent de troubles sensoriels. C'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises l'année dernière par des abonnés très bien intentionnés qui étaient très stressés de venir m'en parler. Donc j'ai juste à dire, il n'y a pas de stress, ok? Si vous avez regardé mes vidéos et vous avez détecté des signes de TSA, ben dites-vous que j'en ai encore plus vu dans ma propre vie, ok? Présentement, je n'ai pas de diagnostic pour le spectre de l'autisme, mais c'est une piste que je souhaite explorer dans ma vie adulte. C'est un de mes objectifs. Ben pas que c'est un de mes objectifs d'être sur le spectre, mais genre de faire les démarches pour vérifier si c'est le cas et si ça expliquerait beaucoup de choses de ma vie. J'ai commencé à me renseigner là-dessus parce que de un, tous mes amis autistes sont catégoriques sur le fait que il me manque juste un diagnostic parce que je suis eux, ils sont moi, nous sommes nous. Et aussi de deux, on a commencé à beaucoup plus parler des signes cachés chez les femmes adultes autistes non diagnostiquées parce que pendant l'enfance, on se basait surtout sur les traits des garçons autistes pour diagnostiquer et je me reconnais dans un nombre fulgurant de choses. Ça expliquerait énormément de trucs qui me donnent du fil à retordre au quotidien, que ce soit au niveau sensoriel, social, mental, physique. Et je sais que les tests sur internet veulent absolument rien dire, là, il faut un diagnostic professionnel, mais j'ai fait le test RADS et selon l'échelle, à partir de 65 points et plus, tu es probablement sur le spectre et j'ai eu un score de 134. Donc c'est ça, je vous tiendrai au courant. Sinon pour le reste, je suis diagnostiquée avec une hémétophobie sévère depuis l'âge de 7 ans. Donc j'ai à la fois la peur de vomir moi-même et la peur de voir les autres vomir. On me diagnostiquerait probablement avec une anxiété généralisée si je faisais les démarches, mais honnêtement ça m'intéresse pas. Et depuis que j'ai genre 9 ans, je me bats avec des troubles obsessionnel compulsif, genre OCD. Puis je dis que je me bats parce que je connais des personnes qui souffrent d'OCD et c'est vraiment, ça a un impact dans chaque aspect de leur vie, chaque seconde. Et moi, j'ai toujours réussi à comme juste les garder juste... Ça a pas pris le contrôle de ma vie. Mais il faut vraiment que je fasse attention au quotidien parce que j'ai tendance à rapidement sombrer dans des cycles de TOC, puis tu sais, plus tu sombres, plus c'est dur de t'en sortir. Si jamais vous êtes curieux, moi mes faiblesses, c'est surtout des choses reliées comme à la contamination au virus. J'ai beaucoup de rituels quand je reviens à la maison pour tout désinfecter. Mais dans mon enfance aussi, j'ai géré des TOC de rituels, de répétition, tu sais, tourner les poignets 9 fois, laver le bol, blablabla, et aussi des TOC de pensées intrusives, puis c'est juste une fois adulte que j'ai réalisé que c'en était, pis c'était fou. Donc ça, je suis vraiment soulagée que ce soit derrière moi aujourd'hui. Et pour finir, je suis sévèrement misophone, mais ça c'est probablement relié au TSA s'il y a lieu. Prochaine question, tes projets pour la suite, quelle est ta vie de rêve? Ma vie de rêve, c'est de me trouver un travail qui est ultra répétitif et qui dépense aucunement mon énergie créative, genre comptabilité, tenue de livre, un peu ce que je fais déjà. Et à côté d'avoir quelque chose de créatif comme créer des vidéos ou écrire des livres. Même quand j'étais enfant puis que je rêvais d'être écrivaine, genre ça a toujours été la certitude dans ma vie. J'ai appris à lire, je vais écrire des livres dans ma vie. Mais même quand j'étais enfant, je savais que ce serait pas possible sans avoir quelque chose à côté. Non seulement parce
que l'écriture paye très peu, mais aussi parce que j'ai toujours eu la conviction que si quelque chose de créatif devenait ma seule source de revenus, ben ça allait beaucoup me bloquer créativement. Donc voilà, mon projet actuel, c'est surtout de me débrouiller pour survivre, parce qu'en ce moment, je ne survis pas très bien, mais un jour, j'aimerais vraiment avoir cet équilibre de, ok, travail très répétitif, là, genre de l'entrée de données, juste, tu fais la même chose à chaque jour, puis à côté, tu crées. Dernière question concernant ma vie personnelle. J'ai cru comprendre que tu es végane. Pourquoi? En parenthèse, moi aussi, je le suis. Là, c'est un peu compliqué. J'ai pas mangé de produits laitiers depuis presque 10 ans. J'ai pas mangé d'œufs depuis très longtemps. Même chose pour le bœuf. Ce sont des choses que je vais jamais recommencer à consommer parce que ça détruit mon ventre. J'ai grandi dans une famille végétarienne qui m'a jamais rien imposé, donc tu sais, j'avais le droit de manger de la viande comme si on allait au restaurant ou ailleurs, mais à la maison on mangeait végétarien. Et par moi-même, quand j'étais adolescente, j'ai décidé de devenir végétarienne à 100% parce que j'étais pas à l'aise. Je savais qu'il y avait une façon de se nourrir sans que ce soit en consommant des animaux, parce que je le faisais depuis que j'étais toute petite, puis j'étais comme, ben si j'ai l'option de le faire, pourquoi je le ferais pas? Pourquoi j'encouragerais la souffrance animale si j'ai l'option de pas le faire. Donc c'est ça, je suis devenue végétarienne à ce moment-là, puis juste avec mon corps, je pouvais pas manger de produits laitiers et d'œufs, donc j'étais végane par défaut, mais en même temps j'étais contente de l'être, c'était pas la raison pour laquelle je ne peux pas me donner le titre de végane aujourd'hui. C'est parce que il y a quelques années, j'ai découvert que le gluten était responsable de la majorité des problèmes que j'avais, et aussi les tomates, les oignons et l'ail. Et donc, si avant c'était difficile de trouver des options véganes dans des restaurants parce qu'il y en a pas beaucoup, ben là, avec le gluten, les oignons, les tomates, l'ail en moins, c'était carrément impossible. Impossible. Genre, non, c'est possible, là. Il y a des endroits où je suis capable de manger, mais c'est difficile. Donc, à cause de ça, j'ai fait le choix crève-cœur de me permettre de manger de la viande dans certaines situations. Mon alimentation demeure principalement végétale, mais c'est sûr, je préférais qu'elle le soit à 100% et elle l'est pas. C'est vraiment le gluten le problème. Genre, si je pouvais manger du gluten, là... Donc, c'est ça, tu sais. Je pense que dans la vie, l'important, c'est de faire ce qu'on peut pour réduire la souffrance des autres autour de nous. Puis je pense qu'en général, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui essaie de faire de son mieux plutôt que quelqu'un qui essaie pas du tout. On va terminer la FAQ avec une rafale de questions. Ça va mélanger un peu tous les sujets précédents, mais cette fois-ci, ce sera uniquement des questions où je peux répondre genre en une phrase. La première question m'a fait très rire. Mamaki, c'est un pseudo ou un prénom? C'est le prénom avec lequel je suis née et que je vis depuis ce jour. C'est mon prénom. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile d'avoir une chaîne YouTube? L'impact sur mes yeux. J'ai tout le temps les yeux rouges avec les veines explosées après mes soirées tardives de montage, puis je me sens coupable pour l'impact que ça a sur mon corps. As-tu un sous-genre de SF préféré ou bien aimes-tu tous les genres de SF? J'aime pas mal tout, mais j'ai un penchant pour tout ce qui est post-apocalyptique ou genre survie. Est-ce que tu continues de jouer à League of Legends? J'avais recommencé en début 2024, mais ça demande une quantité ridicule de temps, donc j'ai arrêté parce que ça me faisait trop procrastiner ce que je devais faire. Est-ce que ta santé physique et mentale vont beaucoup mieux depuis ta dernière FAQ? Certainement. J'ai encore plein de problèmes, ok? C'est encore difficile, mais je dirais que mes crises digestives ont réduit de 80%. Cette année, j'ai pas eu de dépression saisonnière non plus. Je suis toujours très étourdie. Étourdissement, il n'y a pas d'amélioration, mais au moins, je ne passe plus 4 heures par jour aux toilettes. Quel logiciel utilises-tu pour l'écriture et la réécriture de ton livre? Car je me souviens que tu disais dans un blog productif que tu annotes les mots, les phrases que tu veux retravailler. Comment tu fais les annotations? J'ai écrit mon premier jet avec Scrivener, mais j'utilise Google Docs pour toutes les réécritures. Donc je fais juste directement commenter. As-tu déjà lu un livre qui t'a un peu traumatisé? Honnêtement, la scène de l'arbre dans Un employé modèle, dont j'ai tout juste vous parler dans mon point lecture, ça m'a traumatisé. Yes. Meilleure lecture de tous les temps, Betty de Tiffany Métaniel. Faut pas chercher plus loin. Comment as-tu trouvé l'inspiration pour le roman que tu as écrit? À mes yeux, c'est un peu le bébé de mon amour pour Haruki Murakami et Taylor Jenkins Reid. Ok, ces auteurs ont absolument rien en commun, mais l'amour que j'ai pour eux, ça a donné le livre que j'ai écrit. As-tu pu avancer la déco de ton bureau? J'ai rajouté des lumières au mur que Luna s'est très vite mise à manger, donc là, sont genre... c'est supposé être des lignes droites, là, mais là, sont je les ai accrochées pour pas qu'elles puissent les manger. Que penses-tu du concept solarpunk et de ces romans SF? J'en ai peut-être lu
un ou deux dans ma vie, donc pas assez pour me faire un avis concret, mais c'est définitivement quelque chose qui m'intrigue. Dernière question, je me demandais ce que Noah faisait comme métier. Il est facteur et c'est le plus rapide au monde. C'est donc tout pour cette FAQ, mais c'est mon tour de vous poser une question. J'aimerais vraiment savoir c'est quelle vidéo sur ma chaîne qui vous a donné envie de vous abonner, et ça c'est si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez le droit, c'est votre droit. Est-ce que je vous conseille de vous abonner? Oui, mais c'est votre droit. Donc c'est ça, tu sais, c'est quoi qui vous a donné envie de vous abonner? Qu'est-ce que vous aimez regarder? Ça fait combien de temps vous êtes là? Parlez-moi de vous, parlez-moi de vous. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En ce moment, je poste une vidéo aux 2 semaines, ce que je suis très contente parce que je suis encore en train de me remettre de mon virus. Je sais pas si ça s'est entendu dans cette vidéo. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, la façon la plus directe, c'est de rejoindre en tant que membre. Mais sinon, on se revoit dans 2 semaines à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France pour la prochaine vidéo. Merci d'être là depuis 4 ans. Bye!